Bonjour à toutes et tous. Je vais laisser les derniers s'installer. Du coup, après le temps de ce matin qui était vraiment orienté sur la création de Kamishibai et sur des temps qui sont aussi des temps de médiation, mais qui sont quand même assez longs, on a eu des notions de 25 heures de travail, etc. On va être un peu moins orienté sur la création, mais sur ce qu'on peut faire avec le Kamishibai pour des publics spécifiques. Parmi ces publics spécifiques, on va intégrer les personnes qui sont en IME, donc les instituts médico-éducatifs, qui ont souvent des jeunes avec des jeunes adolescents, jeunes enfants, avec des troubles des fois déficitaires, des fois des handicaps. Il peut y avoir beaucoup de profils dans ces IME, des personnes âgées, des publics hospitalisés. Je vais commencer par vous présenter succinctement nos invités, puis après elles présenteront chacune leur tour, leur travail. Je poserai ensuite quelques questions, puis nous prendrons des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est tout clair pour le moment? Alors, je vais commencer par Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous travaillez comme médiatrice culturelle à la bibliothèque de la Cassagne. Vous étiez auparavant, il n'y a pas très longtemps, dans le 2e. Vous intégrez le Kamishibai dans votre pratique professionnelle depuis environ 4 années. Généralement, vous utilisez le Kamishibai avec les publics dits prioritaires, éloignés et empêchés. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur votre expérience avec les personnes en situation de handicap. Et je précise pour ceux qui étaient là ce matin que c'est toi dont on faisait référence pour la participation au projet carcéral, enfin au projet Kamishibai en milieu carcéral. Bonjour Lydie Marillet. Vous êtes aussi connue sous votre nom de scène Luna Vox. Vous travaillez comme peintre plasticienne et comédienne au Puy-en-Velay. Vous avez intégré le Kamishibai dans votre pratique professionnelle depuis 2014. Vous êtes membre du collectif de Kamishibai Ultramobile et de la friche artistique Lamartine à Lyon. Vous utilisez le Kamishibai avec tous les publics à partir d'environ 5 ans. Vous intervenez en rue, en festival, dans des écoles, des médiathèques, des théâtres, pour des associations, des maisons de retraite, des galeries d'art ou encore pour des événements privés. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur votre expérience avec le public de rue et avec le public adulte. Bonjour Marie Brichoux. Vous êtes responsable de la bibliothèque du CHU de Besançon. Vous avez intégré le Kamishibai dans votre pratique professionnelle depuis environ 10 ans. Par ailleurs, vous êtes membre du collectif L'Art du Kamishibai et de la troupe Le Théâtre des Zygomatiques. Dans votre cadre professionnel, vous pratiquez le Kamishibai avec des publics allant des bébés aux personnes âgées, en passant par la crèche du personnel. Hors cadre professionnel, vous utilisez le Kamishibai dans les écoles primaires, en bibliothèque, en festival de théâtre pour enfants, en MJC, etc. Dans vos médiations, vous prenez en compte des spécificités de certains publics qui peuvent être des personnes sourdes, malentendantes, allophones, polyhandicapées, en fin de vie. Aujourd'hui, nous allons revenir surtout sur une des expériences que vous avez eues avec des adolescents d'un service pédiatrique et pédopsychiatrique du CHU. Bonjour Christelle. Vous travaillez comme bibliothécaire au centre éducatif Camille Véron à Bourgoin-Jallieu, en Isère. Vous avez intégré le Kamishibai dans votre pratique professionnelle depuis environ 7 ans. Généralement, vous utilisez le Kamishibai avec les publics enfants et adolescents en situation de handicap. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur votre expérience avec les adolescents de l'Institut médico-éducatif et les adultes en foyer. Je vais laisser la parole à Gaëlle pour commencer une présentation de ces actions de médiation. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Gaëlle. Je suis sur le réseau lyonnais depuis 2021. Donc, j'ai travaillé, comme le disait Jeanne, pendant 4 ans au 2e arrondissement de Lyon. Et depuis 6 mois, je suis arrivée à la bibliothèque La Cassagne, qui est dans le 3e. Alors, petite anecdote, moi, ma première rencontre avec le Kamishibai, elle s'est faite en 2007. Et à l'époque, on photocopiait allègrement des albums, notamment de Claude Boujon, désolé. Voilà, donc l'image d'un côté, le texte de l'autre, et c'est comme ça voilà, que j'ai rencontré le Kamishibai. Donc heureusement, ce n'est plus ma pratique.
Je l'utilise effectivement depuis 4 ans et j'ai notamment travaillé effectivement en direction des publics en situation de handicap, donc avec l'Institut médico-éducatif Saint-Vincent-de-Paul, donc avec des adolescents de 12 à 20 ans, mais avec un niveau de lecture CE1, CE2, donc ce qui était à prendre en compte dans notre travail avec eux. J'ai également travaillé avec un lieu de convivialité qui s'appelle La Canille, qui accueille des adultes en situation de troubles psychiques à la journée, pour des animations, des temps de repas. Et donc on a commencé un partenariat avec eux il y a 2 ans. Et la dernière structure avec laquelle on travaille, c'est l'association Adélaïde Perrin, qui possède entre autres 2 centres d'accueil de jour et un foyer. Et du coup, on travaillait beaucoup autour de l'image animée avec ces personnes-là. Et donc, naturellement, on en est venu aussi au Kamishibai pour leur proposer un autre type d'image. Qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, en fait, moi, je vais repartir des fondamentaux, c'est-à-dire simplement comment j'ai intégré le Kamishibai à ma pratique, sachant que j'ai pas encore mené de projet. Enfin, s'il y a eu le projet de création à la prison, mais par ailleurs, c'est pas des types de projets que j'ai fait avec les autres publics avec lesquels j'ai travaillé. Donc ces animations-là, souvent, on les porte en binôme. On les portait en binôme avec 2 collègues parce qu'on trouve qu'à 2, c'est toujours plus sympathique, plus dynamique. Et on s'appuyait beaucoup sur la Kamishitek, qui est quand même un super outil qu'on a sur le réseau lyonnais. Donc on allait exploiter les richesses de cette collection pour choisir les textes et les Kamishibai avec lesquels on travaille. On partait surtout de nos coups de cœur, c'est-à-dire qu'on allait explorer les rayons, on lisait les histoires pour les découvrir et on s'attachait à sélectionner vraiment celles qui nous plaisaient. Parce qu'en fait, pour porter un texte auprès des publics, il faut vraiment l'aimer. Donc voilà, en prenant compte effectivement des difficultés de ces publics-là, on veillait également à partir d'eux, à leur demander les thèmes qui les intéressaient, à également discuter avec les professionnels pour pouvoir partir de ces thèmes lorsqu'on rencontrait des textes qui correspondaient. Donc on empruntait ces différents Kamishibai. Ensuite, il y avait tout un temps de travail d'appropriation où on se répartissait la parole, on les lisait ensemble, on essayait de faire des lectures, soit un texte en solitaire, soit une page sur 2, soit à 2 voix avec les dialogues. Et puis, du coup, le jour J, on accueillait tout simplement les publics dans la salle d'animation. On était souvent installés derrière une table avec le butail posé devant nous, les personnes en demi-cercle devant nous, et tout simplement, on leur lisait l'histoire. Et en fait, c'est vrai que quand on a commencé à leur faire découvrir cet outil, il y a toujours cet effet d'émerveillement, en fait, où tout comme nous, on peut être émerveillé par ce support dans notre pratique, il y a toujours un petit effet waouh auprès de nos publics. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est attaché à leur faire découvrir plus souvent, plus amplement ce support-là. Je pense que je suis partie pas du tout dans l'ordre de ce que j'avais à dire. C'est bon? Je tiens le fil? Ok. Donc en fait, moi j'ai vraiment, dans le cadre de la préparation de cette journée, j'ai ressollicité les professionnels avec lesquels on a travaillé. Et donc globalement, ils s'accordaient tous à dire que le Kamishibai, ça propose un vrai moment de partage à toutes les personnes, à égalité, que ça peut donner des envies de création, justement, parce qu'il y a des bénéficiaires de l'association Adélaïde Perrin qui ont commencé un projet de Kamishibai il y a 2 ans, que pour l'instant ils ont un peu de difficulté à aboutir, avec la création d'un butail et la création d'une histoire. Donc c'est un travail qui est en cours et du coup que l'éducateur a initié suite aux séances à la bibliothèque. Du coup ça permet aussi une autre expérience commune. Ça permet de faire du lien entre les publics parce que ça suscite souvent des échanges, que ce soit autour de l'image ou du texte. Ça permet, c'est un support qui est attractif, comme je viens de vous le dire, ça donne envie, ça accroche, ça interpelle. Il y a surtout le côté aussi qui est intriguant sur qu'est-ce qui se passe derrière. Nous, on voit l'image, comment ça se passe pour vous le texte, est-ce que vous pouvez nous montrer? Ça, c'est toujours un chouette moment. Ça stimule la curiosité. C'est un support qui est très accessible, qui marche, comme on le disait ce matin, avec tous les publics, adultes, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Et voilà. Et du coup, prochainement, je vais enfin me lancer dans un autre projet de création avec des enfants en situation de surdité.
Voilà, donc on va faire pareil, un kamishibai, une histoire et un butai sur 4 séances. Donc on verra ce que ça va donner. Moi, c'est un nouveau type de public avec lequel je vais travailler. Donc voilà, tout est à créer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les écueils, très important. Attention aux mauvais choix. Que ce soit effectivement en termes d'accessibilité, trop de longueur, langage soutenu ou trop enfantin. Effectivement, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Donc nous, souvent, c'est vrai qu'on s'orientait plutôt du côté des contes, parce que c'est assez universel. On veillait à la longueur, au niveau de langage. Il y a un autre, dans la biblio, vous verrez, il y a un titre qui s'appelle « Ma grand-mère perd la tête ». Et celui-là, il est très... Ma grand-mère est tête en l'air. À chaque fois, je me trompe. Moi aussi, je suis tête en l'air. Et du coup, ce texte-là, il est très chouette parce qu'en fait, les illustrations sont très accessibles et ce sont des devinettes. Donc en fait, que ce soit avec les ados, avec les adultes, ça marchait très très bien. Ne pas négliger le temps de préparation. Parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, on accroche avec une histoire et on se dit, allez, c'est bon, je la maîtrise, j'y vais. Et en fait, pas du tout, ça peut être un échec total. Donc, bien préparer, que ce soit pour soi, parce qu'en fait, il faut veiller à la vitesse de diction. Enfin, moi qui parle très vite, voilà, il faut que je m'entraîne pour parler doucement, pour bien lire le texte, etc. Et puis surtout, si c'est à deux voix aussi, que ce soit harmonieux, audible. Et enfin... Les projets de création, effectivement, c'est pas toujours simple à mener. Là, en ce qui concerne l'association Adélaïde Perrin, le projet de Butai, il est vraiment en bois avec l'atelier bois. Donc voilà, il y a tout le temps de création, de manipulation. Et puis après, voilà, la conception d'histoire qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des aptitudes de chacun. Donc là, c'est un projet en cours, mais du coup, c'est intéressant aussi que ça se passe sur le long terme. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Désolée, c'était un petit peu en vrac, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ensuite, je pourrais préciser. Pendant qu'on passe le micro à Lydie, on peut montrer quelques images de La grand-mère était en l'air dont on faisait référence à l'instant. Vous voulez peut-être que je vous fasse une devinette ? Alors, du coup, ma grand-mère était en l'air de Hassan Musa. C'est un auteur que j'aime beaucoup, auteur-illustrateur. Alors, je vous la ferai pas en anglais, parce qu'il est bilingue. Je pêche en mer pour une poche à remplir et des bouches à nourrir. Qui suis-je ? On n'entend pas. Plus fort. Le pélican, bravo. Alors là, vous voyez, le niveau de langage, il peut être un peu soutenu, mais pour autant, on l'a vraiment utilisé avec des enfants et ça marche très bien du fait des illustrations. Le gibier est immense, mais le chasseur y renonce quand il est sans défense. Bravo. C'est l'éléphant. Je vous en fais une dernière. Neige sur charbon qui ne fond pas, tête d'âne mais bâté n'est pas, galope et trotte mais cheval n'est pas. Bravo, vous êtes trop fort. Voilà, donc je vous le recommande. Il est vraiment très chouette et il fonctionne avec tout le monde. Donc, moi, j'ai découvert le kamishibai en 2012 quand j'étais animatrice culturelle, en fait, pour les centres sociaux de la Croix-Rousse. J'ai commencé par faire des kamishibai pour adultes parce que il me semblait que, justement, en allant dans les médiathèques, je trouvais principalement des kamishibai pour les enfants. Et je voulais d'abord me raconter des histoires. Mon premier kamishibai était d'ailleurs un kamishibai fait avec des collages photos que j'ai fait qu'une fois. Et ensuite, j'ai créé mes propres kamishibai en peinture. Et même si depuis, j'ai vraiment à cœur de faire du kamishibai tout public, c'est-à-dire que je veux absolument rassembler les publics enfants et adultes, je trouve que c'est hyper important qu'on se retrouve autour d'une histoire. Il m'arrive de faire vraiment des kamishibai dédiés à des publics spécifiques. Et en l'occurrence, là, je vais vous parler par exemple de ce kamishibai Chemin muet, qui a été pensé pour les adultes parce qu'il traite d'un sujet qui est pas forcément léger, la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement les Juifs et artistes déportés. Je me suis très grandement inspirée. D'ailleurs, je rends hommage à Marc Chagall qui a écrit un poème qui s'intitule « Aux artistes martyrs » et que vous pouvez trouver sur Internet. Pour une question de droit, je ne reprends pas le poème dans ce kamishibai,
mais je le veux muet, ce kamishibai, et il est accompagné musicalement. Quand je le fais, soit par des musiciens et musiciennes en live, soit j'ai une bande-son que j'ai imaginé quand même plus comme un dialogue. Donc quand je fais moi-même ce kamishibai toute seule, avec le portable, le téléphone portable à l'arrière du kamishibai qui fait la bande-son, on a vraiment l'impression que ça vient des personnages et ça crée vraiment quelque chose... voilà, c'est une expérience à vivre. Et quand je suis accompagnée donc, par des musiciens, des musiciennes, un musicien ou une musicienne en général, et ben, il y a un jeu qui se produit en fait entre le public, le musicien, la musicienne, les personnages de kamishibai. Moi, dans ce cas-là, je suis plutôt à l'arrière du kamishibai et on ne me voit pas. On voit juste mes mains qui font tourner les planches. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, par exemple, je vous ai mis le lien d'une émission de radio, parce que ça peut être intéressant pour vous d'écouter ce podcast, qui parle vraiment de cette expérience et du rapport qu'on a aussi avec le public quand on le fait. J'ai vécu 2 fois cette expérience face à un public. La première fois, en dehors du collectif Ultramobile, dont je fais partie, parce qu'on se fait régulièrement des retours. Là, je l'avais fait donc avec Cynthia Cobizance à la Friche-Lamartine lors d'une biennale, en écho de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Et on l'a fait 2 fois dans la matinée. C'était vraiment 2 fois quelque chose de différent, puisque c'est de la musique improvisée qu'elle proposait. Et du coup, elle a utilisé le synthé, les bruitages, sa voix, différentes choses qui ont apporté une ambiance, dans les 2 cas, plutôt planante. Moi, je fais défiler les planches à ce moment-là très lentement pour qu'on ait une espèce de fluidité, puis qu'on puisse se regarder, parce que généralement, on n'a pas beaucoup répété avant, voire pas du tout. Et quand je l'ai refait une autre fois, là, c'était dans une salle, pour le coup. La deuxième fois que je l'ai fait en public, c'était cet été lors d'un festival, le Festival des Imaginaires Libres dans la Drôme. Et j'ai été accompagnée par un musicien cette fois, Lucien Zerad, qui lui l'a fait à la guitare électrique, et ça donnait encore autre chose, ça racontait autre chose, et pourtant on est resté dans quelque chose de très planant. Pour vous parler un petit peu plus de ce poème, même si je vous laisserai le découvrir, c'est un poème qui aborde la culpabilité en fait de Chagall, qui se questionne quant à sa fuite à lui aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Tandis que ses collègues et amis artistes sont partis dans les camps. Donc c'est quelque chose qui est très fort, très poignant. Effectivement, sans parole, c'est déjà assez percutant, les images sont déjà assez fortes. Voilà. Et en même temps, c'est quelque chose de très poétique. Ah oui, je voudrais vous mettre un petit extrait en fait, sonore de cette expérience qu'on a vécue avec Cynthia et qui a été retranscrite un peu à la radio ensuite, puisqu'on a... Cynthia m'a invitée à la mission qu'elle proposait l'après-midi, ligne courbe, sur une web radio, Radio Bellevue. Et du coup, elle a remis un petit extrait de la dernière planche du kamishibai. Donc, si on peut même mettre l'image avec, ce serait super. Et je vous laisse juste peut-être 1 minute à peu près pour vous mettre dans l'ambiance de cette image d'espérance, de paix.
faut imaginer aussi qu'il y a Cynthia, du coup, dans un autre coin de la pièce, qui fait cette musique en direct. Donc je pense que les regards, dans ce cas-là, du public se portent en alternance sur les planches de Camille Chibaye et sur la musicienne. Sinon, on va s'endormir, puisque c'est quand même paisible. Merci. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé d'un sujet très sérieux, je vais vous parler d'un autre sujet, non moins sérieux, hein, mais plus léger, la Camicyclette, donc le voyage à vélo et Camille Chibaye, que je fais depuis 2019. Et là, en l'occurrence, les images que j'ai choisies, alors il y a du voyage en solitaire, et il y a aussi un voyage que j'ai fait avec Fanette, donc il était là ce matin pour faire la médiation de la table ronde, et avec qui nous sommes partis, c'était en 2021, dans le sud-ouest, où nous avons rejoint Georgette et Robert, qui nous avaient préparé un événement très, 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 très sympa. Et donc on en a profité pour aller longer le bord de l'océan, parce que autant allier le plaisir à l'agréable, en fait. Et je me souviens qu'à la fin parce que j'étais intervenue en fait ici pour parler du voyage à vélo avec Camille Chibaye, et j'avais émis le souhait de retourner au bord de l'eau l'été suivant, parce qu'on n'avait quand même pas suffisamment profité, quoi. C'était passé vite. Et donc mon souhait s'était réalisé. Donc l'année suivante, j'ai été invitée à participer à une résidence à la Villa Verveine, en fait, qui est la demeure toute peinte de Caroline Daillot, une artiste. Donc ce petit périple au bord de la Manche était sympa aussi. Et donc je remercie et Caroline et le destin de m'avoir permis de réitérer l'expérience au bord de l'eau. L'idée du voyage à vélo, c'était quand même de faire un voyage décarboné, même si aujourd'hui je me rends quand même bien compte que c'est pas si simple de tout le temps prendre la route avec un chargement comme celui-ci. C'est pas très aérodynamique en fait. Donc par contre c'est sympa pour se déplacer de village en village. Donc ça m'intéresserait pour l'été prochain si jamais vous avez des pistes. C'est vraiment quelque chose qui permet la rencontre en fait. Je trouve que là, dans ce cas-là, on va vraiment là où le public se trouve et on ne demande pas au public de venir nous voir, en fait. Et puis, il y a cette première accroche. Le vélo en lui-même est intriguant. La boîte, la mienne, par exemple, est peinte, donc ça questionne. Donc, on va plutôt aborder un public familial, un public qui est dans la rue, en fait, sur des places. Voire on me souffle dans l'oreillette dans les campings, maintenant. Il y a une demande dans les campings, si jamais. Bref, c'était à part. Oui, voilà, donc c'est vraiment une phase... je trouve c'est en amont du théâtre et du spectacle, cette accroche autour de vélo. Et comme je disais la dernière fois que j'étais venue pour parler de ce voyage à vélo, oui, on a un public de cyclistes aussi, qu'on n'a pas forcément d'habitude. Les propositions qu'on fait, par contre, quand on est sur ce type d'itinérance, il faut que ce soit des histoires tout public, forcément, et qui ne soient pas trop longues. Et le Camille Chibaye a un pouvoir quand même. Et il ne faut pas oublier que ce qu'on dit est vraiment pris, quand même, pas au pied de la lettre, mais je ne sais pas comment je pourrais dire... en tout cas très au sérieux, et ça peut être impactant, et je trouve qu'on a une vraie responsabilité quand on fait ça. Donc surtout quand on se rend comme ça sur des espaces qui ne sont pas dédiés à ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Oui, du coup, merci beaucoup Lydie. Je donne la parole à Marie. Je te laisse présenter ton projet. Merci. J'ai envie de vous partager donc, notre expérience au CHU de Besançon. Donc, pour pouvoir partager ça, je vais partir de la genèse du projet. À partir de 2012, on propose dans les services de pédiatrie des lectures d'albums. Donc médiation autour du livre et de la lecture, donc lecture d'albums dans les salles de jeu, puisque dans les services de pédiatrie à Besançon, on a la chance d'avoir des salles de jeu, un peu plus rarement dans les chambres.
On a aussi la chance à Besançon d'avoir des éducatrices et des auxiliaires de puériculture dans les services. Et donc c'est très précieux parce que ce sont elles qui vont faire le lien avec les patients pour la suite, pour le projet qui va venir. Et puis je me rends bien compte avec ces lectures d'albums qu'on est souvent coupé. Voilà, alors bon, je questionne le choix des albums, est-ce que c'est trop long, etc. Et puis moi, dans mes stages précédents, j'avais pu manipuler le kamishibai dans des médiathèques, dans mes stages d'observation. Et je me dis quand même, on est tout le temps coupé. En fait, on ne nous voit pas avec nos albums. Il y a quelque chose qui pêche. Bon. Et je me souviens donc du kamishibai. Et je me dis, cette boîte, on la voit bien. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, il y a l'aspect spectaculaire. Et puis, pour répondre aussi à l'écueil de la visibilité, les planches sont grandes. Donc, il se trouve que je me questionne et la médiathèque départementale propose cette année-là une formation kamishibai. Donc là, je me dis, c'est vraiment un signe, c'est quelque chose qui va forcément nous apporter quelque chose à la bibliothèque. Donc, je m'inscris, je rencontre une conteuse, Gladys Pissot, qui est vraiment très partie prenante de ce projet. Et puis, toutes les deux, on ne peut pas en rester là parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses à faire, en effet. Dans le cadre des projets DRAC ARS, je le dis parce que ça peut intéresser certains, peut-être qui ne le savent pas, mais donc les deux ministères se sont alliés pour la lecture en milieu hospitalier et proposer donc des appels à projets qui peuvent subventionner des projets comme celui que nous avons mené. Et donc le projet naît de proposer le kamishibai à l'hôpital, le théâtre magique. Voilà. Donc ça commence comme ça. Avec Gladys, on réfléchit à ce projet. On veut pouvoir inclure toutes les instances pour que tout le monde sache bien ce qu'on va proposer auprès des patients. On inclut aussi les services adultes. Pas seulement pédiatrique, mais adulte. Donc voilà, ce projet se met en route. Il y a de la formation pour les bénévoles, il y a de la formation pour le personnel, il y a des séances en chambre, des séances en salle de jeu dans les différents services, donc ados, pédopsychiatrie ado, adultes, pédiatrique. Voilà. Donc c'est un très gros projet. Et puis on ne veut pas seulement que les spectateurs soient seulement spectateurs, on a envie qu'ils deviennent acteurs. Donc on crée la pochette kamishibai. Donc dedans, il y a un mini-bouteille avec des planches vierges, les crayons de couleur et crayons de papier, parce qu'on ne vient pas toujours à l'hôpital avec ses crayons de couleur et son crayon de papier. Et puis donc, le livret explicatif qui est complet. C'est-à-dire qu'il y a un petit historique du kamishibai, il y a des explications comment créer ses images, comment créer son texte, comment le raconter, comment créer son bouteille format ancestral, etc. Donc avec l'aide de Steven Gras, qui est graphiste, illustrateur et qui est aussi éditeur de kamishibai. Et puis la feuille de brouillon, parce que pareil, on ne vient pas toujours à l'hôpital avec sa feuille de brouillon. Voilà. Si certains ont envie de découvrir plus la pochette, je la laisse à disposition. Donc voilà, donc les gens, à chaque fin de séance, repartent avec leur pochette. Donc ce projet vit. C'est super, on touche plein de personnes. Il a fallu un petit peu quand même recentrer les choses parce qu'à la fin de cet appel à projet, quand l'avenue de Gladys a été terminée, parce qu'il y a bien une fin aux sous, aux subventions, voilà, il y a
un certain nombre de bénévoles qui sont formés et qui continuent à aller dans les chambres au quotidien, plusieurs fois par semaine, mais que en pédiatrie. Parce qu'il a fallu recentrer nos efforts là où ça fonctionnait bien. Et en pédiatrie, ça fonctionne très bien. Parce que ce sont des enfants, on l'a dit et redit que les enfants sont très attirés par cet art, mais aussi parce qu'il y a les éducatrices et les auxiliaires. Voilà, qu'il n'y a pas dans les services adultes. Elles sont très importantes, elles font vraiment le lien entre les patients et nous. Elles valorisent l'intervention de l'équipe, elles introduisent, voilà. Et donc, quand on rentre dans la chambre, on rentre dans l'intimité, voilà, des personnes. Donc, on est un petit peu moins étrangère quand c'est l'éducatrice ou l'auxiliaire qui nous présente. Voilà, donc ce projet vit plusieurs années comme ça. On distribue à peu près 300 pochettes par an. Donc ça fait bien plus de lectures Kamishibai parce qu'il arrive que dans certains services, on revoit les enfants, comme par exemple en hématologie, oncologie pédiatrique. Ce sont des séjours d'hospitalisation qui sont longs. Donc on revoit les enfants plusieurs semaines d'affilée. Ce n'est pas le cas forcément en chirurgie et en médecine, mais voilà. Et puis, on se rend bien compte que l'équipe, quand on en parle, on est super à l'aise avec les enfants. Même avec les bébés, on est à l'aise. Mais les ados, c'est moins évident. Voilà. Ça vient des histoires qu'il y a en proposition par les éditeurs. Ça vient aussi de nous. Chacun, on a aussi nos endroits de confort, etc. Mais bon, moi, du coup, mon travail, c'est de remettre en question ça. Et je me dis, est-ce que ce ne serait pas intéressant de les rendre acteurs, en fait, les ados? Est-ce que ce serait moins infantilisant? C'est un mot qui est venu ce matin. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de ça, peut-être que voilà, ils se sentaient un petit peu infantilisés. Et donc, si on les rend acteurs, ils vont s'emparer de cette proposition autour du livre et de la lecture. Et ce qui serait super, c'est qu'on réfléchisse à un projet collectif. Et donc, avec Steven, qui est l'illustrateur du petit livret, on réfléchit à un projet dans lequel les jeunes, les ados, vont illustrer les planches, vont écrire les planches, vont imaginer les personnages, voilà, vraiment créer un Kamishibai de A à Z. Donc on propose ce projet qui a été aussi, je le dis parce que c'est important, ça fait partie aussi des projets, les subventions viennent du Centre national du livre dans le cadre des médiations, des activités autour du livre et de la lecture auprès des publics empêchés. Voilà, donc un projet de médiation peut être aussi soutenu comme ça par le CNL. Avec Steven, on réfléchit qu'est-ce qui va parler aux ados. Je dis, moi, il faut qu'on parte dans le manga parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, qu'ils nous empruntent sur les chariots de tournée. C'est quelque chose qui est très porteur. Et puis, moi, j'avais quand même envie de raccrocher à la tradition du Kamishibai, le Japon, au-delà du manga, les estampes japonaises, puisque, comme on l'a vu ce matin aussi, il y a du lien entre tous ces arts. Donc, pour moi, c'était important d'introduire cette notion d'histoire de l'art dans le projet. Donc, Steven a proposé aux jeunes, à la première séance, de choisir entre 2 scénarios. Scénarii, si on parlait en français. Donc, ils en ont choisi un, et puis c'était parti. Ils ont créé les personnages. La narration s'est créée. Alors, on avait le scénario de base, mais Steven faisait attention à ce que les choses soient bien cohérentes, mais la narration a été créée par les images. Et du coup, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on disait ce matin, c'est que nous, on est parti des illustrations pour créer l'histoire globale. Steven n'a rien retouché. Tout ça, ce sont vraiment les jeunes qui ont dessiné, qui ont peint. Concrètement, donc dans les services de médecine, de chir et de HOP, hématologie, oncologie pédiatrique, les jeunes, on ne les revoyait pas forcément d'une fois à l'autre.
Parfois, ils étaient là, ils sont venus 1h30, ils ont fait un morceau de personnage, ils ont fait un petit bout de colorisation, ils ont écrit un petit bout du texte, voilà. Les enfants de pédopsychiatrie, par contre, ils ont suivi tout le projet. Hein, ils ont été là du début à la fin. Steven avait mis en ligne, en fait, chaque séance. Il scannait les étapes à chaque séance, donc ce qui fait que les jeunes pouvaient voir ce qui avait été fait les fois précédentes. Ou suivre s'ils sont partis, et puis voir la continuité. Voilà. Donc ce Kamishibai, il fait partie de notre répertoire maintenant, donc ça a été vraiment un projet collectif et à long terme qui perdure. Bon, j'ai peut-être pas assez de recul pour dire ça, mais moi je trouve que c'est une réussite en termes graphiques. Ça a valorisé vraiment certains jeunes, hein, notamment en pédopsychiatrie. Ils ont un lien difficile avec la scolarité, ils ont un lien difficile avec l'écrit, avec les consignes. Certains se sont découverts par le dessin. Certains ont repris confiance aussi par ce biais-là. Je précise qu'on n'est pas du tout dans une intervention thérapeutique. On est dans le cadre du bien-être du patient, dans notre mission d'accessibilité de la lecture auprès de citoyens qui sont dans un moment, dans une tranche de vie et qu'on classe dans le public en péché, mais ce n'est pas thérapeutique. Ceci étant dit, on a bien conscience que ça a un impact et c'est pour ça que les séances ne sont jamais menées que Steven et moi avec les jeunes. Il y a toujours un infirmier, une éducatrice, un auxiliaire qui va pouvoir éventuellement, a posteriori, revenir sur la séance s'il y avait besoin. Mais nous, on n'est pas du tout formés pour ça. Alors, il y a eu des besoins, justement, avec les ados en pédopsychiatrie, de revenir sur certaines séances, et non pas par rapport au contenu, mais par rapport au comportement du jeune vis-à-vis de l'activité. Non pas qu'il avait été turbulent ou quoi que ce soit, mais voilà, parfois ça a questionné les infirmiers sur la façon d'être dans un projet culturel. Voilà. Donc c'était leur affaire. Voilà. Mais c'est arrivé. Le Kamishibai, au sein des services du CHU, c'est vraiment un outil qui est, on l'a appelé comme ça, hein, qui est magique, parce que voilà, les soignants ne nous coupent plus. Hein. Quand ils rentrent dans une chambre, il y a Kamishibai, je reviens dans 5 minutes. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Ils s'imposaient et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Donc voilà, il y a vraiment, au bout de 10 ans, là, pratiquement, qu'on propose ça. C'est valorisé, c'est utilisé, c'est attendu par les soignants. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui nous est cher et qui répond à nos besoins au CHU. Alors la restitution... Alors, ce qui était prévu au tout départ, c'est que les jeunes devaient raconter l'histoire. Voilà, ça faisait partie du projet. Malheureusement, on a pris beaucoup de temps pour écrire l'histoire et pour l'illustrer. On n'a pas eu le temps d'aller au-delà. Ça, c'était vraiment ma partie. Ça devait être sans forcément la présence de Steven. Mais après, il y a les besoins de service. C'est-à-dire que tous les jeunes de pédopsychiatrie qui avaient participé au projet durant 5 ou 6 mois, je ne sais plus, ils étaient partis. Donc, on aurait pu prendre le parti de se dire, super, on va rebondir. Et du coup, ce sont d'autres jeunes qui vont s'approprier le texte, sauf que dans la réalité, les infirmiers, les éducateurs n'avaient plus le temps nécessaire. Eux, ils avaient d'autres médiations à mettre en place. Donc,
je pouvais plus faire ça. Donc, ce sont les bénévoles qui ont répété, qui se sont appropriés l'histoire pour pouvoir la raconter en camicyclette dans 2 endroits du CHU, sur l'esplanade pratiquement devant l'entrée. Et donc là, ça a rassemblé beaucoup de monde et on a eu beaucoup de plaisir parce que certains jeunes de pédopsychiatrie sont revenus pour assister à la séance. Et peut-être que ça, c'est une des plus grandes victoires presque, qui reviennent en dehors du temps de soins pour ce moment qui était quand même super important pour nous. Une de nos missions, en fait, c'est de faire sortir le patient de sa chambre d'hôpital, de son temps de soins, grâce au livre et à la lecture, quoi. Donc, même quand nous, on est dans la chambre, qu'on lui raconte le Kamishibai, il n'est plus là, il n'est plus au CHU, il est dans l'histoire. Donc, c'est ça, une des missions. Donc là, c'était vraiment super que le jeune revienne pour ça, quoi. Voilà, donc il y a eu l'exposition des dessins originaux avec quelques photos là que vous avez pu voir qui passaient. En fait, je pouvais pas venir avec l'expo, donc je vous l'ai mis en diaporama, mais c'est à peu près ça. Donc vous voyez pas très bien, mais en bas il y a des dessins préparatoires. Des brouillons qui ont été gardés. Donc on a travaillé avec la tablette lumineuse pour retranscrire certains personnages, etc. Il y a eu plein d'étapes, vous l'avez vu pendant les photos. Donc Steven a été très présent pour vraiment accompagner les jeunes, pour les guider. Il n'a jamais pris la main pour faire un dessin à la place. Il a toujours fait que conseiller, que donner des indications. Il a été très patient, vraiment. C'était des beaux moments. Hein. Franchement, le retour des éducateurs, des infirmières, c'est qu'à chaque fois, c'était des beaux moments, toujours sur la base du volontariat. Hein. Les jeunes étaient très impliqués. Au début, je leur expliquais l'histoire du Kamishibai, je leur expliquais la nature du projet. Ça prenait 20 minutes sur toute la séance qui durait en fait presque 1h15 parce que le temps que tout le monde s'installe, que les brancards arrivent, qu'on fasse la place, etc. Bon, au bout d'un moment, cette partie-là, elle est un peu passée à la trappe parce qu'en fait, les jeunes, de toute façon, ils étaient au taquet, comme on dit, ils avaient vraiment envie d'être là et de dessiner, quoi. Donc, ça s'est toujours bien passé. Des très bons souvenirs. Ouais. Le temps que j'arrive à la bonne page, je te laisse la parole, Christelle. Okay. Bonjour, donc moi c'est Christelle. J'ai pas toujours été bibliothécaire. Avant, j'étais aide médico-psychologique. Traduction, c'est l'équivalent d'aide-soignante dans le milieu médical. Il y a aide-soignante, infirmier, et ben nous, il y a aide médico-psychologique et éducateur. Grosso modo, ça permet de mieux situer. Problème de dos, j'ai dû faire une réorientation, mais j'aime trop mon métier. Donc j'ai biaisé, j'ai essayé de trouver un moyen pour continuer à travailler auprès des personnes handicapées. Et ils adorent aller en médiathèque, ils adorent les histoires, quel que soit l'âge. Et malheureusement, dès qu'il y a quelqu'un de malade, dès qu'il y a une vacance, dès qu'il y a un rendez-vous médical, eh ben, la médiathèque saute. Étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu financier, c'est la première activité qui saute. Donc, comme reconversion, j'ai proposé de créer une bibliothèque au sein de l'établissement. Ça a été accepté. J'ai une petite médiathèque de 28 mètres carrés. Mais il y a quand même 2500 documents, il y a des CD, il y a des DVD, et j'ai l'aide de la médiathèque départementale qui fait que j'ai un fonds au final quasiment illimité, vu que dès que j'ai besoin, au bout de 15 jours, 3 semaines maximum, j'ai le livre souhaité. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir travailler de cette manière-là. Et donc le Kamishibai, je l'ai utilisé tout de suite parce que... justement, déjà, d'un point de vue pratique, tenir un livre comme ça, 6 fois dans la journée, c'est pas la bonne idée. Donc le Kamishibai, moi, je l'utilise sans les volets. Voilà, comme ça, je peux l'utiliser n'importe où. Je peux l'utiliser sur mes genoux, je peux l'utiliser sur les genoux d'une personne qui est en fauteuil roulant. Et c'est elle qui me tourne les pages et c'est moi qui lis. Je peux l'utiliser aussi bien en balade dans une forêt que voilà, n'importe où. Et surtout, ça me permet de ne pas être caché derrière.
parce qu'à la médiathèque et dans l'établissement, l'IME, donc il y a un IME qui accueille 88 jeunes et il y a 3 foyers adultes d'environ 20 personnes. Polyhandicap, autisme, enfin il y a toutes les sources possibles, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il y en a un peu de tout pour tous les goûts, on va dire. Et à l'IME, je l'utilise pour raconter des histoires en fonction des thèmes. Je l'utilise avec une psychologue dans le cadre de contes thérapeutiques. Donc dans ces cas-là, on est 3. Il y a moi qui lis, il y a la psychologue qui est à côté, et il y a une personne qui est un peu en retrait et qui regarde et qui note les petits détails, les choses comme ça que nous, comme on est pris dans l'histoire, on ne pourrait pas voir. Et c'est beaucoup utilisé aussi, enfin je l'utilise beaucoup, comme documentaire, on va dire. C'est-à-dire que je crée énormément de kamishibai pour les accompagner dans la vie du quotidien. Pour des toutes jeunes adolescentes, j'ai fait un kamishibai sur les règles, sur l'hygiène intime. On l'a fait aussi pour les garçons, celle-là. On l'a fait aussi pour le passage aux toilettes. Mais je travaille aussi avec les adolescents, avec les instituteurs sur la Première Guerre mondiale ou les choses comme ça. Donc je crée des kamishibai à la demande sur des sujets précis. Et là, j'ai quelques petits exemples. Là, par exemple, des soldats pas comme les autres. Et donc, en fait, c'est un kamishibai pour parler de la Première Guerre mondiale. Et j'ai choisi le biais des animaux qui ont été utilisés durant la Première Guerre mondiale. Donc, Oui, je vais te tenir. oui, je veux bien. Oui, parce que c'est mes collègues qui m'ont préparé. Et ils m'ont mis un kamishibai format kamishibai alors que j'ai que des A3. Quand la guerre a commencé, tous les hommes en âge de se battre ont dû partir. Mais pas que les hommes. Saviez-vous qu'environ 14 millions d'animaux ont été utilisés durant la Première Guerre mondiale? Les lésions téléphoniques existaient déjà, mais elles sont souvent perturbées par les bombes. Et donc, en fait, on explique par rapport aux pigeons, par rapport aux chevaux, par rapport aux chiens qui ont été utilisés, mais aussi les mascottes, l'ours Teddy. Et il y a eu aussi un ours du côté russe qui participait au combat et qui était la mascotte d'un régiment russe, et il allait se battre à corps avec les hommes. Et donc, j'ai plusieurs kamishibai comme ça. J'en ai un aussi sur l'art des tranchées. J'en ai fait aussi un à partir du film « Tu ne tueras point ». Donc, j'ai fait des captures d'écran. Merci l'IA, je les ai transformés en dessins. Et j'ai pu refaire le film, alors évidemment adapté au niveau de compréhension des jeunes. Mais voilà. Donc là, c'est une grosse partie de mon travail. Et une autre, c'est notamment avec des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. On a fait un kamishibai. Donc ils sont allés visiter une ferme. Ils ont fait des photos. Et avec ces photos, ils voulaient faire un kamishibai. Donc on ne savait pas s'il fallait raconter la journée telle qu'il avait vécu, en inventer une. Ou, enfin voilà. Donc, ils ont décidé de pas raconter parce qu'ils l'avaient déjà vécu. Donc, après, il y avait le choix de faire pas de sucette pour les bêtes et pour chaque animal, trouver un rime. Pour le canard, il voulait des papillotes avec des pétards. Pour la cochonne, qu'est-ce qu'il voulait enfin bon, à chaque fois. Puis du coup, c'est pas celui qui a été retenu. Ils en ont fait un où c'est les animaux qui parlent. Je peux... Les copains de Cerisier Baobab viennent rendre visite à la ferme. Alors, ils sont arrivés hein? Ils sont là hein? Il est où, Eric hein? Non mais, et Cassandra? Et Ryan? Mais ils sont pas là, je les vois pas. Ouf, j'ai le temps de me faire belle. Mais si, ils sont là, moi je les vois, regardez, ils arrivent. Coucou Fanny, Anaël, ça y est, ils sont là. Et donc on a travaillé avec eux tout un texte. Mais dans l'IME, on utilise le Makaton. Donc on a fait écrit en cursif pour ceux qui savent lire. On a fait en pictogramme pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Et pour ceux qui ont plus de mal, on l'a fait aussi en signes
Parce que le Makaton, c'est une manière de parler avec 3 possibilités. Soit on signe et on parle, soit on parle et on montre le picto. Toutes les combinaisons sont possibles. Et donc, ce qui fait que ces jeunes qui ne savent pas lire ont pu raconter leur histoire aux autres groupes et ramener, on leur a fait sous forme de livret, l'histoire à leurs parents, et ils ont pu lire l'histoire à leurs parents. Donc c'était vraiment très intéressant comme travail à faire, parce que déjà il y a eu tout le choix des photos. Alors sur une journée, ils sont quand même au moins 5 à avoir des appareils photo. Autant vous dire que le choix a été déjà vaste. Et ce qui a été intéressant, donc nous on a d'abord choisi l'image, parce que quand ils ne parlent pas, c'est compliqué de les faire parler sur une histoire. Et après, pour chaque image, ils ont dit ce qu'ils s'en rappelaient, ce qu'ils avaient envie de dire. Et ce qui était bien, c'est qu'ils pouvaient le signer, le montrer en picto ou le parler. Et donc, en utilisant tout ça, on a fait le kamishibai. Et donc ça, c'était vraiment comment on l'utilise au quotidien, beaucoup en documentaire, beaucoup... bon, on suit les saisons, on suit les fêtes, il y a des kamishibai pour à peu près toutes les situations, mais il y en a beaucoup qu'on fait aussi en documentaire. Ce qui est important, donc c'était le Makaton aussi que je voulais vous parler, parce que c'est quelque chose qui se développe aussi dans les médiathèques. Il y a une signalétique qui existe en Makaton. Si vous allez sur AAD Makaton, il y a possibilité de récupérer ces pictos. Et voilà, il y a tout un accompagnement qui peut être fait. Je voulais aussi parler du droit handicap, non, du droit à l'exception d'auteur. Bon, vous remettrez dans l'ordre. Mais en fait, il y a une loi qui permet pour le public empêché à but non lucratif d'utiliser des albums et de les modifier, de les mettre en audio, les mettre en kamishibai ou quoi que ce soit, sans avoir à payer de droits d'auteur. Alors, c'est valable que pour le public empêché et on ne peut pas l'utiliser après à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai amené aucun des kamishibai que j'ai modifiés. J'ai les albums dans mon fond, mais j'en ai fait des kamishibai pour qu'ils soient adaptés. Il y a un kamishibai que j'adore qui s'appelle le grand chaperon rouge. Et en fait, le loup passe à travers les bois, il va attraper le chaperon rouge et il saute dessus. Et en fait, c'est le Père Noël. C'est quand même dommage. Sauf que les images, pour le public qui était visé, les ados, les adultes, ça aurait été un peu trop enfantin. Donc en fait, j'ai repris l'histoire, mais j'ai refait les images en fait. Et des fois, c'est l'inverse. Je garde les images et je refais le texte. Par exemple, dans La soupe à l'ail, il fait plein de bêtises et la maîtresse en a marre. Et ben moi, je dis l'éducatrice, par exemple, où j'adapte en fonction du public que j'ai en face. Ah, et pour amener les ados, parce que donc il y a quand même un tiers d'ados, et pour les amener à la médiathèque et regarder les kamishibai, eux, forcément, tu nous prends pour des bébés. C'est à peu près la première phrase. Et donc, au début, pour les faire venir, je leur disais, non, mais en fait, j'ai besoin de réviser. Là, je prépare pour l'activité d'après. Vous pouvez me dire si je raconte bien l'histoire? Autant vous dire qu'ils me loupent sur rien. La vitesse, le ton, si j'imite bien ou si j'imite pas bien. Il n'y a rien qui ne leur échappe. Mais n'empêche que maintenant, avec le temps, des fois, ils viennent à la médiathèque, et si j'aurais pas fait depuis longtemps, ils font « T'as pas un kamishibai à préparer ?» Et maintenant, j'ai plus besoin. Des fois, ils voient que j'en ai sur le bureau, je fais « Allez, je vous en lis un », et puis ils sont tous là, ils viennent tous s'asseoir devant le bureau, et ça marche très très bien, en fait. Il n'y a plus besoin d'excuses, mais de temps en temps, c'est vrai que si j'oublie de leur en lire un, au bout de 2 mois ou 3, ils viendront me demander si j'ai pas quelque chose à préparer. Et je travaille aussi avec les adultes. Et là, en fait, j'ai utilisé Superfuge, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les professionnels ont tellement peur qu'on les prenne, qu'on les bêtifie, qu'on leur parle comme à des bébés ou des choses comme ça, qu'ils avaient peur que, voilà, que ça ne soit pas intéressant pour leur public. Et donc, quand j'arrivais, je disais, non, mais en fait, je m'entraîne, ils vont me dire, parce qu'eux, ils parlent bien, ils sauront me dire ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai fait de pas bien. En fait, les résidents, eux, ils n'en avaient rien à faire. Tout ce qu'ils avaient envie, c'était d'écouter l'histoire et ils prennent plaisir. Mais les professionnels, vus comme ça, bon, ça passe. Et maintenant, avec le temps, il n'y a plus besoin, mais il a fallu une adaptation des professionnels pour accepter le fait qu'on lise des histoires randonnées qui répètent toujours les mêmes phrases ou des choses comme ça.
je voulais revenir sur le CNL. Donc moi, la bibliothèque, elle est toute petite. Et puis au début, évidemment, aucun budget dans le médico-social pour ça. Hein. Franchement, c'est même pas la peine d'y penser. Et ben, justement, j'ai pu bénéficier de subventions du CNL qu'ils font uniquement pour le public empêché et qui est quand même jusqu'à 70% de la somme. Et qui surtout est sur devis et non pas sur facture. Et donc, même si c'est pas un gros budget ou quoi que ce soit, à chaque fois que je contacte le CNL, il fait ben, vous faites bien d'en profiter parce que personne ne l'utilise. C'est quand même dommage. Donc vraiment, si au cas où vous voulez faire un fonds justement pour les publics empêchés sur des kamishibai ou des choses comme ça, il faut penser que vous avez ce fonds-là qui est possible et surtout que vous avez le droit d'adapter sans payer des droits d'auteur quand c'est pour le public empêché, mais ça peut être aussi en EHPAD ou des choses comme ça. Donc voilà. Et en 2019, il y a eu une rencontre interministérielle où il y avait la santé, la justice, la culture. Je ne sais plus trop lequel, ils étaient 5. Et donc on a participé, il y avait des réunions. De cette journée, il y a un site qui a été créé qui est et pour les bibliothécaires et pour tout ce qui est établissements médico-sociaux, établissements de santé. Il y a une page une page pour le côté culture, une page pour le côté santé, et ça donne les pistes pour essayer de se rencontrer, de se croiser. Parce que c'est dommage, les bibliothèques pourraient encore plus aller vers le public empêché. Les professionnels des médicaux, ils y penseront pas forcément, parce que pour eux, c'est pas accessible. Pour eux, ils pensent pas que les bibliothèques peuvent venir ou que eux, ils peuvent y aller, sauf pour faire un emprunt comme n'importe qui. Mais vraiment, c'est dommage parce que c'est une porte ouverte à la culture dans un milieu qui est complètement éloigné. Les jeunes de l'IME, même les adultes, participent maintenant à des prix Léonore Isère et on utilise les kamishibai pour présenter les livres de la sélection. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et si je ne rends pas le micro, vous êtes là encore demain. Bon, merci. Merci beaucoup pour toutes ces présentations très intéressantes. Alors, on en a un petit peu parlé, mais on va peut-être refaire un petit focus dessus. Quelles compétences, savoirs et problématiques le kamishibai vous permet d'aborder spécifiquement pour le public? Est-ce que ça vous permet de travailler avec vos publics? Quelles compétences ou savoirs, qu'est-ce que vous arrivez à faire que vous ne pourriez pas faire avec un livre? Alors moi, j'aurais tendance à dire tout, parce que l'attention des jeunes est souvent limitée. Et quand on lit un livre, on tourne la page et puis on ne peut pas à la fois faire la gestuelle, signer, que là, si on veut, on reste sur l'image. Quand on parle des émotions, par exemple, oh là là, qu'est-ce qu'il est en colère, par exemple la phrase, on peut demander aux jeunes, et vous faites comment et du coup, ils peuvent signer, on répète le signe avec eux, qu'avec un livre, il faudrait le poser, le remontrer, que là, l'image, elle est là. Il y a une présence de l'image qui fait qu'il n'y a pas besoin d'attendre ou d'être précipité. Et ça, c'est vraiment très utile. Oui, en tout cas, comme on a les mains libres, on peut signer. Par exemple, pour les personnes sourdes ou malentendantes, ou en crèche, par exemple. Donc, on intervient aussi, bon, c'est une autre partie, là, mais en crèche du personnel, on utilise la langue des signes. Donc, voilà, on peut signer plus aisément qu'avec un livre, par exemple. Et puis, nous, en tout cas, au CHU, par rapport aux patients, qu'ils soient tout petits, des bébés, des enfants, des adultes, etc., le kamishibai a la particularité, donc, comme je disais, d'avoir des grandes planches. Les gens sont souvent allongés. On met le kamishibai, il est posé, il est statique. Donc, on peut être focus sur l'objet. Et on peut, avec l'adaptable, surélever le kamishibai pour que le patient allongé puisse vraiment avoir une bonne visibilité. Avec un livre, oui, on va s'approcher du patient, plus près, etc. Mais du coup, on n'a plus cet aspect spectaculaire. En fait, le kamishibai apporte comme un petit théâtre dans une chambre d'hôpital.
Donc tout d'un coup, on change d'univers. Les portes nous permettent vraiment d'avoir, comme avec un rideau de scène, l'avant, comme je disais tout à l'heure, l'avant, le pendant et l'après. Le livre, on va l'ouvrir et le fermer, certes, mais il n'y a pas cette petite magie qu'apportent là, en l'occurrence, je trouve, les battants. Moi, je trouve qu'il y a une proximité et une distance en même temps. Donc, on peut tous et toutes s'y retrouver, en fait. Et donc, c'est pareil pour le public. Et ce côté, effectivement, pratique, transportable, adaptable, et le fait qu'il y ait à la fois les images et le texte qui est donc soit lu, soit appris, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut faire des allers-retours. Le public peut faire ses allers-retours entre l'image et ce qu'il entend. Voilà. Oui, pour un public fatigué, par exemple, c'est intéressant parce que soit il va se raccrocher à l'image, soit au son. On vient, en tout cas, nous, avec l'équipe de compteurs au CHU, avec des instruments de musique. Voilà. En tout cas, il devrait y trouver son compte quelque part, quoi. Voilà. Même un enfant polyhandicapé qui ne peut pas bouger, qui entend, il ne va pas regarder l'image, mais il va avoir conscience de ce qui se passe et il va avoir des réactions quand même. Et du coup, deuxième question, puis après ce sera la question du public. Comment choisissez-vous les histoires que vous utilisez dans vos médiations ? En fait, ça dépend du public, du lieu, si c'est en extérieur, si c'est en intérieur, s'il va y avoir du bruit, le sujet qu'on veut aborder, si on veut quelque chose d'éducatif. Enfin, moi, je sais que par exemple, je ne fais que mes kamishibai comme Catherine ce matin, et du coup, je les adapte en fait en fonction du public. Si j'ai un public plus jeune et je vois qui est dynamique, qui a envie de participer, je vais le rendre plus participatif et je vais moins être dans ma narration. Je vais m'adapter, quoi. Et puis si c'est bruyant autour, effectivement, il vaut mieux que ce soit participatif pour pouvoir avoir plus d'attention et que le public reste concentré, quoi. Donc nous, de manière globale, on a un temps limité d'intervention. Vous l'avez compris, on peut être coupé à n'importe quel moment. Donc il faut que ça soit efficace. C'est ça aussi l'intérêt du kamishibai pour nous. On choisit en général des histoires courtes. On va pouvoir avoir l'entièreté de l'histoire en peu de temps, 10 minutes parfois. Donc voilà, des histoires très lisibles, voilà, vraiment avec des contours bien marqués, etc., justement par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, la fatigabilité, etc. Et puis, encore une fois, les éducatrices sont là. Alors, nous, on ne sait jamais pourquoi les patients sont là et on ne pose pas la question. Par contre, les éducatrices vont nous dire... Là, sache que l'enfant, pour revenir sur cet exemple tout à l'heure, il ne va pouvoir que entendre, il ne peut pas bouger dans son lit. On ne va pas choisir la même histoire que pour un patient qui va être en fauteuil et qui va pouvoir participer justement avec nous, etc. Donc, on part concrètement avec un chariot, avec un sac, avec plusieurs histoires à l'intérieur. Et donc, on adapte en fonction des tranches d'âge, on adapte en fonction des besoins spécifiques des patients. Et puis, pour revenir à la globalité, c'est vrai que nous, donc, on est dans une mission un petit peu particulière. On fait partie du cadre du bien-être du patient. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accessibilité aux livres et à la lecture, à l'information. On propose plutôt des histoires qui vont faire sortir les gens de leur quotidien de soins. Donc on fait le lien avec l'extérieur, mais en même temps, on ne va pas forcément revenir, par exemple, sur des thèmes difficiles, sur la guerre, sur des problématiques pour lesquelles il faudrait revenir après l'histoire, en fait, où il faudrait avoir un échange avec le jeune, avec les parents, parce que on n'a pas le temps de ça. Voilà. Et puis, on se dit qu'on vient leur apporter un petit peu aussi de légèreté dans cette tranche de vie à nouveau qui est un petit peu pénible pour eux. Donc voilà, on fait attention à ça, aux thématiques. Alors moi, le choix, en fait, il est souvent choisi avec les éducateurs. Parce que, par exemple, si on fait les émotions, j'ai plusieurs kamishibai sur émotions, et on va travailler ça pendant peut-être un trimestre, voire un semestre. Et c'est pas gênant en fait de lire et relire toujours la même histoire sur plusieurs semaines, parce que pour certains, ça leur permet au bout de 6 semaines de comprendre l'histoire.
Ça permet aussi de celui qui n'osait pas dire ce qu'il ressentait, de laisser le temps et puis peut-être d'en parler. On a fait la tristesse, la joie, là on est à la colère et d'un seul coup il va nous parler de la tristesse qu'il a eue il y a 6 mois de ça et que du coup il y a ce temps de parole qui est donné et que le fait de... Voilà, on peut parler des émotions et voilà. Donc il y a beaucoup de séances qui sont choisies en fonction du thème ou de l'activité. Quand c'est pour les comptes thérapeutiques, ben, c'est la psychologue. Quand je vais sur l'IMEP, donc c'est là où il y a surtout les personnes polies et compagnie, on fait pour les raccrocher au temps, pour que structurer la semaine, structurer les saisons, savoir le passé, les choses comme ça. Donc c'est vraiment dirigé en fonction du groupe qui m'accueille. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, ça sera plutôt les coups de cœur, les Kamini Shibai qu'on aime, et puis aussi, effectivement, les demandes des publics. Voilà. Parce qu'on fait toujours un petit... On leur demande toujours à la fin s'ils ont aimé, pas aimé, ce qu'ils aimeraient écouter. Donc on s'appuie là-dessus, et puis bien sûr, en fonction de ce que travaillent les professionnels dans les établissements, on peut aussi avoir des demandes. Mais la plupart du temps, ils sont quand même ouverts à ce qu'on leur propose tout simplement, et assez preneurs voilà, de toute histoire à partager, qui puisse les divertir et éveiller la curiosité, leur faire découvrir d'autres univers. Voilà. Merci. On passe aux questions du public. J'avais une question technique par rapport au format, parce que je mène des ateliers art thérapeutiques. On travaille beaucoup autour du conte et je suis là parce que je trouvais que le support visuel était intéressant. Notamment, je suis en contact avec des adultes vieillissants et qui voient plus très bien, mais qui voient. Et je voulais savoir si vous avez, quand vous proposez des lectures en groupe, est-ce qu'il y a une limitation de personnes, étant donné que les personnes du fond, dans mon cas, quand je propose des choses, là, on me met souvent des très grands groupes, quand c'est un peu du spectacle comme ça. Et si c'est visuel, il faut vraiment que ce soit en très grand. Et étant donné que c'est un peu standardisé, je voulais savoir si vous aviez des conseils de mise en place de public et voilà, de comment installer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Alors nous, de notre côté, en fait, on essaye de... Ça peut partir de 4 personnes et on essaye d'aller jusqu'à maximum 15. Donc c'est vrai qu'il faut toujours bien repréciser avec les structures parce que comme il y a beaucoup d'enthousiasme, parfois on se retrouve avec des groupes qui commencent à monter à 20 et plus. Donc là, on dit non. Et après, le demi-cercle, en essayant d'être proche, hein, c'est ça, c'est vraiment de mettre le groupe, les chaises les plus proches les unes des autres, de se mettre vraiment à proximité, au même niveau. Et alors après, il y a aussi du format A3 en Kamishibai, donc ça peut être aussi plus pratique quand le groupe est un peu conséquent. Mais très simplement, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait vraiment une proximité globale et pas cet effet spectacle, justement. C'est un peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. On n'est pas dans du spectacle, en fait, on est dans un partage. Donc vraiment, voilà, avoir un peu cet effet cocon, mais bien insister justement sur la taille du groupe. C'est toujours l'enjeu, la taille du groupe. On veut un moment duquel chacun puisse profiter, donc petit groupe. Merci. Alors, juste pour préciser, on peut être parfois dans le spectacle. Moi, je suis déjà intervenue dans un théâtre national où, du coup, je projetais en même temps sur écran les images en grand parce qu'il y avait 350 personnes. Mais sinon, effectivement, la jauge idéale, c'est max 30. Moi, je dis une trentaine de personnes, même jusqu'à 50. Ça dépend de si on a déjà des kamishibai où on a des gros plans sur les images. C'est déjà beaucoup plus visible que si c'est que des images, des plans d'ensemble, des choses comme ça, quoi. Alors moi, des fois, je me retrouve avec des groupes de 25 personnes ou des choses comme ça. Donc la plupart des kamishibai sont en A3. Vu que c'est moi qui les fais, je les fais en A3, c'est un peu plus grand. Et puis, avec eux, je me mets d'accord. J'en fais 2. Les premiers, au début, sont devant. Et puis au deuxième, on switch. Et on fait le deuxième kamishibai. Ou c'est moi qui me déplace, qui vais de l'autre côté. Et je fais un deuxième kamishibai. Comme ça, du coup... si c'est
En général, je fais ça quand j'ai des groupes avec beaucoup de polis. Du coup, on tourne les fauteuils. Moi, je me mets de l'autre côté et du coup, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. En petit complément, Camille me corrigera si je dis des bêtises, mais il me semble que Calicéphale édite un bouteille en format A2. Il n'y a qu'une histoire à ma connaissance, deux histoires qui existent à ma connaissance. Par contre, j'imagine que si vous êtes sur du public spécifique, vous pourriez peut-être aller chez un imprimeur et profiter de la loi exception handicap pour faire tirer en plus grand. Et je pense que le choix de l'illustration peut être assez majeur parce qu'il y a des kamishibai, même si on est loin, qui sont moins dans le détail, qui sont avec beaucoup des aplats. Ça peut être un choix vraiment de se dire je veux que mon public, surtout si vous êtes sur des personnes un peu âgées qui n'entendront pas forcément, donc qui ont besoin beaucoup de l'image, de se dire c'est vraiment important et donc de bien choisir l'histoire que vous faites. Je m'appelle Pascal, je suis bénévole Je suis là. Je suis bénévole et je lis des kamishibai. Et tout à l'heure, je crois que c'est Lydie qui a dit qu'elle s'adaptait aussi aux environnements bruyants. Parce que moi, je suis dans une bibliothèque, il y a un peu du bruit. Et souvent, les gamins, ils regardent les gens qui arrivent, les téléphones qui sonnent et les conversations qui se passent. Et comment vous faites pour adapter à un environnement bruyant ? Déjà, c'est compliqué. L'idéal, c'est un environnement calme, et c'est bien de pouvoir l'exiger ou de créer des espaces, mettre des paravents, enfin, quelque chose qui empêche que ça soit trop éparpillé. Surtout quand on est en intérieur, quand on est en extérieur, c'est un peu le jeu, quoi. C'est comme ça, il y a du monde, il y a des voitures, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, donc on s'adapte. Et parfois, on ne va pas au bout de son histoire quand on est en extérieur. Mais quand c'est comme ça, dans ce cas, c'est vrai qu'il faut vraiment orienter le public de manière à ce qu'il voit le moins possible les allées et venues et essayer de prévenir en amont. C'est aussi une médiation que de dire, voilà, et c'est pas à vous forcément de le faire. Il faut aussi qu'il y ait du personnel autour qui ait conscience de ce qui se joue là et que les conditions doivent être réunies pour que ça se passe bien. Donc il faut les mettre à contribution et leur demander qu'ils gèrent un petit peu ce public-là. Et je pense que c'est important, quoi. On n'est pas seul, en tout cas, face à notre public. Il faut bien l'exiger auprès des structures. Merci. Oui, pour compléter ce que tu dis, Lydie, moi, ça m'est déjà arrivé dans un tout autre contexte de devoir raconter, par exemple, dans une salle des fêtes où il y a des activités à côté. Donc, j'ai bien précisé en amont à la structure que il fallait quand même du calme pour cette activité-là. Et en fait, ils ont créé la cabane à kamishibai, on l'a appelée, donc avec une tente noire de quelques mètres carrés. Et donc les gens rentrent dans cette tente noire qu'on a aménagée avec des petites lumières, enfin qu'on a rendue jolie, cosy, etc. Et en fait, les gens arrivent bien à se concentrer. Vraiment, on fait... Évidemment, on entend le bruit quand même à côté, puisque c'est que des voilages, mais en fait, ça permet de vraiment se centrer, de se concentrer. Et juste aussi, ma petite technique, quand c'est possible, en fait, c'est que je rends le kamishibai plus participatif en ce moment-là pour essayer de choper ce public-là qui est en train de passer et lui dire venez, ça vous concerne aussi, et, enfin, quand c'est possible et que ça le concerne, quoi. Mais c'est pas mal, ça agrandit un peu la jauge, mais c'est plus sympa. Alors moi, je revenais sur ces enfants qui papillonnent, qui vont à gauche, à droite, qui sont absorbés par quelque chose. Je trouve que c'est pas forcément eux qui écouteront le moins bien. Je trouve que, enfin, en tous les cas, souvent, nous, on en a qui n'arrivent pas à rester, ils déambulent à gauche, à droite. On se demande... Enfin, des fois, les éducateurs me font « Mais t'es sûr que ça ne te dérange pas ?» Et en fait, si on se rend compte après, si on leur demande qu'est-ce que vous avez vu, eh ben, c'est souvent eux qui savent mieux restituer ce qui s'est passé. Ils n'ont pas forcément regardé, ils n'ont pas forcément fait attention à tout, mais en tous les cas, ils ont compris l'histoire. Et si alors au début, ils voulaient absolument les faire asseoir pour qu'ils soient assis, pour qu'ils ne dérangent pas les autres. Et ils faisaient tellement de bruit que franchement, ça dérangeait beaucoup plus que les laisser déambuler qu'autre chose. À la rigueur... Moi, de temps en temps, je les interpelle en disant « T'as vu, regarde !» Et puis, je vois qu'il a jeté un petit coup d'œil, puis il repart de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Enfin, pour moi, en tous les cas, dans ma pratique, c'est pas grave. Et concernant le bruit, quand on travaille avec des personnes polyhandicapées, il y a souvent des bruits, mais... des trucs comme ça qui arrivent à tout bout de champ, quand on s'y attend pas. Surtout quand il y a des pauses. Parce qu'ils se sont contenus tout le temps où je parlais. Et que du coup, quand je tourne la page, tous les bruits sortent.
Mais d'un autre côté, ça prouve qu'ils ont essayé, qu'ils ont écouté, qu'ils étaient attentifs et qu'ils ont essayé, enfin qu'ils étaient captivés suffisamment par l'image pour, au moment où on tourne la page, c'est bon, on peut se lâcher et il y a tous les bruits qui sortent. Donc le bruit, ça fait vraiment partie, enfin quand on travaille dans un IME, quand on travaille avec des personnes polies ou des personnes qui sont sourdes, des choses comme ça, le bruit de toute manière, même s'ils sont que 10, on sera en plein milieu d'une rue, ça ferait exactement pareil. Donc le bruit, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut travailler avec, il faut faire un peu abstraction parce qu'il y aura tout le temps du bruit. Je me permets une nouvelle incursion parce qu'on a aussi une camicyclette à la ville de Lyon et on fait souvent des animations en rue dans des festivals et on est toujours à côté des jeux de bois, même si on leur dit arrêtez de nous mettre à côté des jeux de bois et des enfants qui hurlent, ça marche rarement. Et on a un petit micro en fait portatif qu'on peut mettre à côté de notre vélo avec une petite qui vient là en micro casque et ça aide beaucoup pour avoir raconté des histoires toute l'après-midi. Et en ayant toujours de la voix le lendemain. C'est quand même assez pratique. Il y a plusieurs dispositifs qui existent. N'hésitez pas à venir me voir à la fin, je vous en parlerai. Bonjour, je suis Agathe Keller. Je travaille à la médiathèque départementale de l'Ardèche et je coordonne le dispositif Les bébés aiment les livres. Et j'avais 2 ensembles de questions, mais je vais être brève, pour Marie Brichoux. Désolée, ça tombe sur vous. Est-ce que du coup, vous avez lu des kamishibai ou des albums à des tout petits, j'entends à des 0-3 ans vraiment. Est-ce qu'il y a des services de néonat qui étaient concernés dans le CHU de Besançon? Ça, c'est la première question. Enfin, voilà. Et deuxième, c'est par rapport au financement. Du coup, si j'ai bien compris, c'est donc la DRAC et l'ARS. Donc, dans chaque région, il peut y avoir des demandes et savoir si c'est un appel à projet annuel, si c'est un dossier à remplir avec des dates. Et qui peut demander, est-ce que ça peut être des bibliothèques ou est-ce que c'est plutôt côté soins ou est-ce que enfin voilà, si vous pouvez en dire un peu plus, même brièvement, merci. Alors, par rapport à la lecture aux bébés, aux tout petits, oui. Alors, on ne va pas dans le service de néonat, qui est très protégé à plein d'égards. Par contre, dans les services de médecine et de chir, et à choper, il arrive régulièrement qu'il y ait des bébés et donc régulièrement, on raconte des histoires aux bébés. Ce que j'ai pas mis l'accent dessus tout à l'heure quand j'expliquais la jeunesse du projet. Donc, je pense qu'ici, on est tous sensibilisés à la lecture dès le plus jeune âge et on sait tous les bienfaits que ça apporte. Quand on intervient avec le kamishibai dans n'importe quelle chambre, de bébés, d'enfants, d'ados, etc., ou d'adultes, s'il y avait des accompagnants, la séance, elle n'est pas faite que pour le patient, elle est faite aussi pour les familles. Donc, dans les chambres des bébés, pas toujours, mais souvent, il y a la famille qui est là. Et le temps, ces 10 minutes de conte sont autant importantes pour le bébé que pour les parents, pour la famille. Il y a des cas, l'enfant s'est réveillé, il vient de se réveiller, et nous, on arrive avec le kamishibai comme si, au même titre presque que s'ils allaient avoir une prise de sang, quoi. Voilà. C'est le premier truc qui leur arrive après s'être réveillé. Parfois, c'est la première activité que l'enfant refait avec ses parents. Donc, c'est pas anodin, que ce soit un bébé ou un enfant. Voilà, ce temps-là, il est important. Donc voilà, c'est toujours des bons moments pour la famille. Et après, les gens reviennent sur ces temps-là qu'ils ont vécu ensemble, que ce soit avec un bébé ou un plus grand, quoi. Donc voilà pour les bébés. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, quand on parlait d'adapter les histoires, évidemment, on adapte les histoires. On va adapter, parfois, donc on va choisir une histoire avec des images très grandes, avec pas trop, des couleurs oui ou non, mais en tout cas, on sait que les bébés ne voient pas les couleurs jusqu'à tel âge, donc on va peut-être faire attention à ça, ou en tout cas des traits très, très épais. Et puis, on va ôter des planches. On va adapter les histoires kamishibai en direct. D'où l'intérêt de préparer. De savoir ce qu'on a dans notre besace et puis ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Voilà, donc pour cette partie-là. Pour la partie technique financière, donc les appels à projets DRAC ARS,
Donc c'est national, mais sont portés donc évidemment par les DRAC de chaque région et les ARS de chaque région. Donc sur le site, que ce soit du ministère de la Culture ou du ministère de la Santé, ou que sur le site de la DRAC, vous allez trouver le lien pour en effet monter un dossier de demande de subvention que vous allez téléverser en ligne. Et là, je ne sais plus, en tout cas, il y a des dates à respecter, mais je ne sais plus si c'est 1 ou 2 fois par an. Les demandes peuvent être portées par les établissements de santé, donc en direct. Ça peut être un service spécifique de l'établissement de santé, de soins, mais ça peut très bien être aussi le service communication culture, enfin voilà. Ça peut être une association culturelle qui intervient auprès des publics empêchés. Donc voilà, ces dossiers sont justement faits pour privilégier la culture auprès des publics empêchés. Donc pour cela, il y a plein d'acteurs possibles en fait. Donc il y a plein de situations possibles. Donc différentes personnes peuvent déposer. C'est dans le cadre de la convention culture-santé, qui est une convention nationale entre les 2 ministères, et voilà, qui se décline effectivement en région. Mais après, il faut conseiller DRAC pour avoir les infos, parce que les déclinaisons peuvent varier dans les modalités. Mais c'est vraiment une convention nationale, et il y a un portail avec des ressources, convention culture-santé. Voilà. Alors, c'est pas des dossiers très rigolos à faire. Donc, si un soignant, par exemple, voulait monter ce type de dossier, c'est le bienvenu d'être épaulé par un administratif de la structure. Voilà. Eh ben, merci aux intervenantes, merci à Jeanne.